Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut tout d'abord que tu saches ce que c'est qu'une distance de sécurité. Alors, c'est quoi une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire entre deux véhicules. Elle correspond à la distance parcourue en 2 secondes à une vitesse considérée. Alors, cette distance de sécurité, tu peux la calculer. D'ailleurs, tu dois savoir la calculer pour passer l'examen du code de la route. Pour ça, je te renvoie à la formation. Mais tu peux également l'estimer par rapport aux indices que tu as sur la route. Alors, sur route, pour pouvoir estimer ta distance de sécurité, il faut 2 lignes de rive, c'est-à-dire les lignes à droite, il faut 2 lignes de rive avec le véhicule qu'il y a devant toi. Dans notre cas, si vous regardez bien, si je me rabats après avoir dépassé le premier camion, vous voyez bien qu'on n'aura pas ces 2 lignes de rive, ni avec le camion qu'il y a devant nous, ni avec le camion qu'il y a derrière nous. Donc on sera en infraction. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est de dépasser les 2 camions en même temps. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Je roule à 30 km/h. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors ici, comme vous le voyez, on roule sur une rue très étroite avec à notre droite un usager vulnérable, donc un piéton. On voit ici que le trottoir est très mince. Il doit faire même pas 1 mètre de large. Alors ici, pourquoi on va devoir ralentir ? Tout simplement à cause de la notion de zone d'incertitude. Alors, regardez l'animation. Donc, je roule à 30 km/h dans cette rue étroite. Il y a donc un usager vulnérable. Et regardez, sa zone d'incertitude, celle d'une personne adulte, c'est environ 1 mètre de rayon. Donc, sa zone d'incertitude,
elle se situe sur la route. Donc il y a des chances que cet usager, je sais pas, trébuche ou je sais pas, perde l'équilibre et se retrouve sur la route lorsque je passe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Pour tous ceux qui entendent pour la première fois la notion de zone d'incertitude, je vous encourage fortement à aller dans la formation parce qu'on va pas avoir le temps de la développer ici et que ce sont des questions récurrentes à l'examen du code de la route. Pour répondre à la question, je roule à 30 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Je ralentis. Question numéro 4. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je peux klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, vous avez un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses, c'est-à-dire qu'il inclut deux panneaux. Une vitesse maximale autorisée de 50 km/h et une interdiction de klaxonner. La bonne réponse ici sont les réponses A. Question numéro 5. Je peux dépasser ce cycliste immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, on est dans un contexte super intéressant. À notre droite, on a un bus à l'arrêt, un arrêt de bus qui dépose des passagers. À la gauche du bus, on a un cycliste et apparemment ce cycliste veut dépasser le bus dans sa propre voie. Alors, déjà, il faut que tu saches que pour dépasser un vélo, il faut respecter un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération. Or, ici, on voit bien que si on dépasse le vélo, on n'aura pas cet intervalle de sécurité. Donc, juste pour cette raison, on ne peut pas dépasser le cycliste. Mais il y a une deuxième raison. Comme tu peux le voir ici, notre champ de vision est obstrué par le bus. On ne sait pas ce qui se passe devant le bus. Étant donné qu'il a déposé des passagers, peut-être que certains passagers se sont mis devant le bus pour traverser de manière inopinée. Donc, ce que je fais ici, c'est que je ralentis. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 6. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de réponse A 0,2 g par litre de sang, réponse B 0,5 g par litre de sang. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Je vous mets ici le document que vous retrouverez dans la formation. Pour un permis probatoire, le taux d'alcool maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang. À ne pas confondre avec le taux d'alcool maximal autorisé pour un permis non probatoire qui est lui de 0,5 g par litre de sang. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Je m'engage dans un sens giratoire. Je passe avant le véhicule gris à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on doit laisser la priorité aux véhicules venant de gauche et qui se situent à cet endroit du sens giratoire. Une fois qu'il n'y a plus personne à cet endroit, vous pouvez alors vous engager. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Mélanger l'alcool et les médicaments permet d'être plus vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, déjà, l'alcool en lui-même va diminuer votre vigilance, mais si vous couplez l'alcool à des médicaments, ça va avoir encore plus d'effet sur votre vigilance et vous allez avoir moins de vigilance. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Je souhaite dépasser ce camion. Pour avoir une meilleure visibilité, je me décale légèrement à gauche tout en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va voir ça directement sur une animation. Alors, là, vous voyez bien, on est sur notre voie, mais à droite. Et vous voyez bien, en fait, qu'on a un manque de visibilité sur ce qui se passe devant. On a en fait un champ visuel qui est réduit, notamment par la présence du camion. Si on se décale un tout petit peu à gauche, sans bien sûr empiéter sur l'autre voie, hein, on reste sur sa voie, eh ben, ça va améliorer notre visibilité et on va pouvoir voir plus loin. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler légèrement à gauche, avoir une bonne visibilité pour pouvoir dépasser ce camion. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Le liquide AdBlue permet de réduire les émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir ici, dans certaines motorisations, à côté de ton bouchon donc de carburant, tu auras un bouchon d'AdBlue. Bah, l'AdBlue, c'est un liquide qui permet en fait de réduire les émissions polluantes. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Certains de mes feux sont en panne. Je risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si vos feux sont en panne ou sont défectueux, vous risquez une amende de 68 €. C'est une contravention de 3e classe et ça vous coûtera 68 €. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je tourne à droite comme le véhicule en face. Je passe avant le véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, on se retrouve sur une intersection dans laquelle, en fait, il n'y a pas de signalisation qui vient gérer les régimes de priorité. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire pas de marquage au sol, ni de signalisation verticale, c'est-à-dire des panneaux ou des feux qui régissent la priorité, alors on est sous le régime de la priorité à droite. Donc ici, on se situe à droite par rapport au véhicule qu'il y a en face. C'est donc moi qui ai la priorité. Donc ici, je tourne à droite avant le véhicule en face. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Une femme enceinte, réponse A, est dans l'obligation de porter sa ceinture de sécurité. Réponse B, est autorisée à retirer sa ceinture de sécurité. Alors, la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les usagers d'un véhicule. Donc si vous êtes à l'intérieur d'un véhicule, que vous soyez conducteur ou passager, vous êtes obligé de mettre votre ceinture, que vous soyez un enfant, que vous soyez une femme enceinte, peu importe. Alors, effectivement, il faut savoir qu'il y a des dérogations. Mais ça, ce sont des cas vraiment particuliers. Il y a des dérogations préfectorales. Il faut passer devant un médecin agréé par la préfecture pour pouvoir justement avoir ces dérogations. Mais dans le cas général, la loi dit que la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Le bouton entouré en jaune indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors attention, avec la nouvelle réforme, il y a énormément de questions sur le thème des équipements. Donc tous les équipements qu'il y a dans une voiture, ça comprend comment fonctionne un moteur, où sont les liquides dans une voiture, les aides à la conduite et également tous les équipements qu'il y a dans l'habitacle. Donc vous devez connaître tous les équipements qu'il y a dans une voiture. Alors ici, le petit bouton entouré en jaune indique le recyclage de l'air dans la voiture. Et non l'air conditionné. L'air conditionné, c'est AC, c'est le bouton qui est juste à côté. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code
en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Dans cette situation, A. Je klaxonne par sécurité. B. Je ralentis. C. Je maintiens mon allure. D. Je me prépare à m'arrêter. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a un cycliste sur la voie. Il a l'air de vouloir traverser la rue. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais il a l'air de vouloir traverser la rue parce qu'on a un indice. C'est qu'il est au niveau du passage piéton. Il a le guidon tourné vers la gauche. On peut penser qu'il peut vouloir traverser la rue. De plus, il y a un chien juste derrière lui. On a l'impression qu'il le suit. Et ce chien, vu sa direction, donne l'impression de vouloir également traverser la rue. Donc on a quand même 2 usagers avec des zones d'incertitude différentes, dont le chien qui a une très grande zone d'incertitude avec des mouvements complètement aléatoires. Donc ici, il faut déjà ralentir pour avoir le temps d'observer la situation. Et aussi, je me prépare à m'arrêter, car on a 2 usagers avec 2 zones d'incertitude différentes, dont un usager avec une zone d'incertitude très large, qui est le chien. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 17. Je peux aller. Réponse A, à Pau par la route. Réponse B, à Pau par l'autoroute. Réponse C, à Bayonne par la route. Réponse D, à Bayonne par l'autoroute. Alors, comme tu peux le voir sur le panneau, il y a différentes couleurs. Alors, l'encart vert indique un itinéraire routier, alors que un encart bleu va indiquer un itinéraire autoroutier. Ici, comme tu peux le voir, tu peux aller à Pau par la route, car il est dans l'encart vert. Mais tu peux également aller à Pau par l'autoroute, car il est également dans l'encart bleu. Concernant Bayonne, Bayonne est dans l'encart bleu. Tu peux donc aller à Bayonne par l'autoroute. Par contre, Bayonne ne se trouve pas dans un encart vert. Alors, tu ne peux pas partir à Bayonne par la route. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 18. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je cède le passage aux piétons. Alors, ici, il faut que tu vois 2 choses. La première, c'est que le piéton est sur ta voie de circulation.
De plus, on voit très bien qu'il a l'intention de traverser la rue. Donc, pour ces deux raisons, ce que tu vas faire ici, c'est que tu vas céder le passage au piéton. Effectivement, tu vas pas accélérer parce qu'il y a un danger devant toi et surtout, c'est un danger avec un usager vulnérable. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. L'étiquette énergie indique, entre autres, les émissions de CO2 du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'étiquette énergie est en fait une étiquette obligatoire pour les véhicules, pour l'achat des véhicules neufs. Comment se présente cette étiquette énergie ? C'est une feuille A4, comme tu le vois ici. La partie haute, en fait, sera indiquée tout ce qui concerne le type de véhicule, c'est-à-dire la marque de la voiture, le modèle de la voiture, le carburant qui est utilisé pour la voiture, par exemple si c'est du diesel, de l'essence, ou si c'est une hybride, par exemple. Juste en dessous, tu auras tout ce qui concerne la consommation du carburant. Par exemple, ici dans cet exemple, c'est 4,2 litres pour 100 km. Ensuite, juste en dessous, tu auras le rejet de CO2 par kilomètre parcouru pour ce véhicule. Donc, ce sont les émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Tu verras également que plus les émissions de CO2 sont faibles, plus l'étiquette va aller vers le A. Plus les émissions de CO2 seront fortes, plus l'étiquette va aller vers le G. Donc, ici, pour répondre à la question, l'étiquette énergie indique bien les émissions de CO2 du véhicule. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 20. Je roule à 85 km/h en période probatoire. Réponse A. Je suis en infraction. Réponse B. Je respecte la vitesse réglementaire. Alors, encore une fois, question super importante, car à tous les examens du code de la route, vous allez avoir 1, 2, 3 questions sur les vitesses réglementaires. Alors, pour pouvoir répondre à ce type de questions, il faut tout d'abord savoir sur quel type de route tu circules. Sinon, c'est impossible de connaître la vitesse réglementaire. Alors, sache que les vitesses réglementaires dépendent du type de route. Par exemple, tu as les autoroutes. Tu as les routes à chaussées séparées. Tu as les routes à double sens de circulation. Et enfin, comme c'est le cas ici, tu as les routes à double sens de circulation avec créneau de dépassement. Le créneau de déplacement, c'est ici. Alors, pour ce type de route, il y a deux cas. Le cas où on a passé la période probatoire. Donc, dans le cas où on a passé notre période probatoire, la vitesse maximale autorisée sur les deux voies est de 90 km/h. Et la vitesse maximale autorisée sur la simple voie est de 80 km/h. Ça, c'est quand tu as passé ta période probatoire. Mais quand tu es en période probatoire, c'est différent. La vitesse maximale autorisée sur les deux voies est de 80 km/h et la vitesse autorisée sur la simple voie
est également de 80 km/h. Donc, pour en revenir à la question, ici, on roule sur une route à double sens de circulation avec créneau de dépassement. Tu es en période probatoire, donc la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Tu es donc en infraction. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Je roule à 130 km/h sur autoroute durant ma période probatoire. Réponse A. Je suis en excès de vitesse. Réponse B. Je roule à vitesse réglementaire. Alors, comme vous le voyez sur le document que vous retrouverez dans l'information, la vitesse maximale autorisée pour un probatoire sur autoroute est de 110 km/h. Donc, actuellement, je suis en excès de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Il pleut et je roule à 50 km/h. Le temps de réaction est donc réponse A, plus court, réponse B, plus long. La distance d'arrêt est de réponse C, 37,5 mètres, réponse D, 25 mètres. Alors, il faut savoir que les conditions climatiques n'impactent pas sur le temps de réaction. Ce qui va influer sur le temps de réaction, ça va être la fatigue, ça va être votre inattention, par exemple si vous êtes sur votre téléphone portable, et surtout, ça va être la consommation de substances psychoactives, comme les médicaments ou des substances stupéfiantes. Alors, concernant la distance d'arrêt, alors là, je sais que beaucoup se sont trompés à cette question. Je le sais parce que je suis enseignant de la sécurité routière, et beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez que vous connaissez le code, mais vous connaissez pas le code. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a 40% de taux d'échec. Hein. Alors, ici, il pleut. D'accord ? Donc, il y a une différence entre la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, en fait, au début, on la calcule de la même manière. À gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, comment on calcule la distance d'arrêt ? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici 5, on le multiplie par lui-même. Donc ça fait 25 mètres. Mais ça, c'est seulement la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, il y a d'autres étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la distance d'arrêt sur sol mouillé ? On prend la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. Ici, la moitié de 25, ça va être 12,5. Et on l'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec, c'est-à-dire 25. Ce qui nous donne 37,5 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 23. Je suis sur la voie de gauche. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, certes, on est sur la voie de gauche. Cependant, la signalisation verticale à travers ce panneau d'interdiction de tourner à gauche
mais également la signalisation horizontale, donc le marquage au sol, où on voit très bien qu'il y a juste une flèche qui nous dit d'aller tout droit, nous interdit de tourner à gauche. Donc, ici, même si je suis sur la voie de gauche, je suis très mal placé pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Question numéro 34. Entretenir sa voiture permet de réduire la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, changer les filtres, filtre à air, filtre à huile, changer les roues lorsqu'elles sont usées, les gonfler lorsqu'elles sont dégonflées, va vous permettre de réduire la consommation de carburant naturellement. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Vous êtes le piéton. Tous les véhicules vous voient nécessairement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez, vous êtes le piéton. Certains véhicules ne vont pas nécessairement vous voir, notamment ici la voiture qui est juste derrière la voiture noire. Ou alors, ça peut être un motard qui ne vous ayant pas vu, peut contourner les voitures et ensuite venir vous percuter. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc, vous avez donc la plus petite formule, qu'on appelle la formule basique, à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard, qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule Mon code en 10 jours qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu échoues ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé.
Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien, oui. Ouais, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien, ce lien te ramène directement sur le site internet et là tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 26. Question numéro 25. Je suis bien placé pour changer ma roue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous pouvez voir que la personne est dans une position très dangereuse. Il est sur une autoroute, il est sur la voie de droite, donc là la vitesse minimale autorisée est de minimum 110 km/h. Donc, en plus d'être en infraction, il est en danger. Donc, bien sûr, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. La signalisation indique A. Un virage dangereux. B. Un obstacle dangereux. C. Une intersection. Alors, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans l'information. Donc ici, en fait, c'est une question assez simple. Si vous vous trompez à cette question, c'est que vous ne connaissez pas vos panneaux, vos balises. Donc ici, on a le petit poteau bleu avec des bandes blanches. Donc ça, c'est une balise qui indique un obstacle. Ensuite, un peu plus loin, on a une autre balise blanche avec une tranche rouge. Cette balise-là, elle indique une intersection. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 28. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça va paraître bizarre pour certains, mais en fait, le véhicule est même très bien garé. En fait, il faut savoir que quand on se gare en pente, il faut toujours tourner les roues vers le trottoir au cas où s'il y a un dysfonctionnement du frein à main. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Ce panneau indique réponse A, un endroit fréquenté par des enfants. Réponse B, un passage piéton.
Alors, vous avez souvent tendance à confondre deux panneaux. Alors, le panneau de gauche, qui est un panneau de danger, et qui indique un endroit fréquenté par des enfants. Vous voyez, il y a deux personnages. Et le panneau de droite, également un panneau de danger, qui indique un passage piéton. Donc ici, ce panneau indique un endroit fréquenté par les enfants. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police. J'ai donc commis. Réponse A. Un délit de fuite. Réponse B. Un refus d'obtempérer. Alors faites très attention à cette question parce qu'elle est très fréquente dans les examens du code de la route. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour réaliser un constat, par exemple, ou pour aider une victime. Un refus d'obtempérer, c'est différent. Un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez d'obéir à un ordre légal d'un agent de police. Donc ici, si je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police, j'ai commis un refus d'obtempérer. La bonne réponse ici est la réponse B. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors surtout ne te dis pas ah ben c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code? C'est-à-dire, quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 31. Ce panneau m'interdit de me garer du côté pair. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors encore une fois, ça c'est une question de cours, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les panneaux de stationnement. Alors ici, ce panneau vous interdit de vous garer du 16 au 31 du côté où le panneau est implanté. La bonne réponse est la réponse B.
Question numéro 32. La signalisation indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a un feu rouge. Sur ce feu rouge, on a un panneau de priorité. Alors, ce panneau de priorité indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Cependant, il y a une nuance. Pourquoi ? Lorsqu'il y a un panneau de priorité sur un feu rouge, ce panneau est valable seulement si le panneau est en panne. Tout simplement. Si le panneau, si le feu donc clignote à l'orange, alors oui, le panneau va substituer le feu parce que le feu est en panne. Donc, or ici le feu marche très bien. D'ailleurs, regardez, il est au rouge. Donc là, le feu fonctionne. Donc il n'y a pas de quelconque priorité. Ce sont les feux qui vont régir donc la priorité sur cette intersection. Donc il n'y aura pas de priorité à droite. Les véhicules venant de droite auront également un feu rouge. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. Il est préférable de retirer son manteau avant de s'installer au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, pour des raisons de confort, mais aussi pour une meilleure attache de la ceinture de sécurité, il est préférable de retirer son manteau. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. En tant que conducteur, je perçois tout ce qu'il se passe autour du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là, on en vient au champ de vision d'un conducteur placé dans un véhicule. Alors, déjà, tu dois savoir que le champ de vision binoculaire d'un être humain est de 120 degrés. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas de 180 degrés, mais il est bien de 120 degrés. À l'arrêt, lorsqu'il regarde tout droit. Parce qu'effectivement, le champ de vision se rétrécit avec la vitesse. Mais à l'arrêt, il est de 120 degrés. Alors, là, ce que tu vois donc en vert, c'est le champ de vision avant. Alors, c'est pas totalement ça, parce que vous voyez, il y a des traverses dans l'habitacle, à gauche et à droite, qui vont obstruer le champ de vision avant. Voilà, donc ça va constituer des angles morts, on va dire avant, gauche et droite. Alors, à l'arrière, derrière les 120 degrés, normalement, il ne voit rien. Cependant, on a des éléments qui vont nous permettre, en fait, d'agrandir notre champ de vision de manière, on va dire, artificielle, grâce au rétroviseur, c'est-à-dire grâce au miroir. Alors, on va tout d'abord avoir le rétroviseur intérieur, qui va, lui, augmenter notre champ de vision arrière de cette manière. Ensuite, on va avoir le rétro gauche et le rétro droit. Alors, par contre, on va avoir, si vous regardez bien, il reste des angles morts à gauche et à droite. Donc là, que j'ai mis en rouge. Donc, on voit bien que dans un véhicule, un conducteur ne peut pas tout percevoir de ce qui se passe autour de son véhicule. Donc, la bonne réponse ici va être la réponse B. Question numéro 35. Dans cette situation, je peux encore tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je continue tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si tu regardes bien le rétroviseur, on a une voiture qui va nous dépasser par la droite et qui est déjà dans la voie de droite. Donc ici, on ne peut plus tourner à droite. Est-ce que je dois continuer tout droit? Eh bien oui, car on n'a plus le choix. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient réponse A, jaune, réponse B, vert, réponse C, bleu, réponse D, rouge. Alors, sur un éthylotest, donc, il y a un tube rempli de cristaux qui vont changer de couleur si vous avez bu de l'alcool ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthylotest est constitué d'un repère. Ce repère, c'est un trait qui est au milieu et qui correspond à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Donc, si les cristaux deviennent verts et dépassent le repère, c'est que votre alcoolémie est supérieure à 0,5 g par litre de sang. Si les cristaux deviennent verts mais qui sont en dessous du repère, c'est que votre alcoolémie est inférieure à 0,5 g par litre de sang. Cependant, vous savez bien que pour un probatoire, la limite contraventionnelle est de 0,2 g par litre de sang. Donc si vous êtes en probatoire et que les cristaux deviennent verts, même s'ils sont en dessous du trait de repère, alors vous êtes en infraction également. Donc ici, hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient vert. La bonne question ici est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, question suivante. Question numéro 37. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors là, franchement, vous avez de la chance parce que ça fait 2 questions très faciles, très faciles d'affilée. Alors ici, c'est évident. On a un passage piéton non protégé. En plus de ça, regardez à gauche, il y a un piéton qui est déjà engagé, donc qui est sur la voie. Donc il est automatiquement prioritaire. Mais de toute façon, dans tous les cas, passage piéton, je laisse la priorité au piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 38. Je peux circuler avec cette voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, bien sûr, dans cet état, on ne peut pas conduire avec cette voiture, tout simplement parce qu'il n'y a aucune visibilité. Donc, je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Sachez que si vous avez le pare-brise sale ou pas dégivré, vous pouvez avoir une amende. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 39. La distance de freinage est plus longue par temps de pluie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là aussi, question évidente. Effectivement, la distance de freinage va être rallongée par temps de pluie, tout simplement parce que la chaussée sera humide. En général, la distance de freinage est 2 fois plus longue par temps de pluie que par temps sec. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Le réservoir du liquide de frein se trouve. Réponse A en B. Réponse B en D. Alors ici, le réservoir du liquide de frein se trouvera en B. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.